En titre de ce jeudi 8 mai 2025, ce drame à Ngor, route des Almadies, l'effondrement ce matin d'un immeuble à usage d'habitation. Le bilan n'est pas encore bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue à tous et à toutes. Comme annoncé en titre, l'Église catholique a un nouveau souverain pontife. Il est américain et c'est une première. Robert Francis Prévost a pris comme nom de règne Léon XIV. Daniel Diouf revient pour nous sur cette journée d'élection pontificale. Voici le nouveau chef de l'Église universelle romaine, le cardinal Robert Francis Prévost, son nom de règne, Léon XIV. Il est seulement âgé de 69 ans, jusqu'ici préfet du dicaster pour les évêques au Vatican, qualifié de progressiste très modéré, originaire de Chicago, d'une ascendance française de par son père et italienne de par sa mère. Un pape au profil international. Retour sur le déroulé de ces instants difficilement soutenables des fidèles du monde entier, en particulier ceux qui avaient massivement envahi la place Saint-Pierre, impatients de savoir le nom du nouveau chef de l'Église catholique. C'est le cardinal protodiacre Dominique Mamberti sur ces images qui s'en charge. Il apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome pour annoncer l'élection d'un nouveau pape, prononçant la formule latine Habemus Papam. C'est officiel. Les catholiques du monde entier sont libérés par les 133 cardinaux électeurs issus de 70 pays qui viennent de s'accorder sur l'élection du nouveau souverain pontife. Reste à savoir le nom de règne. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Des milliers de fidèles et de touristes rassemblés place Saint-Pierre accueillent la nouvelle avec des cris de joie et des applaudissements. Moment suivi de l'apparition du nouveau pape au balcon pour saluer la foule et prononcer ses premiers mots. L'émotion perceptible sur son visage. Des paroles pour rassurer. La paix, l'amour, la communion. Des remerciements à son prédécesseur. Un salut spécial à l'église de Rome dont il devient l'évêque. La Vierge Marie également invoquée pour lui confier son pontificat. Léon XIV donne sa première bénédiction à la ville de Rome et au monde, puis regagne l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Le nouveau souverain pontife est connu pour son engagement social, sans doute comme son prédécesseur Léon XIII, un missionnaire sensible aux périphéries. Une vingtaine d'années en Amérique du Sud, au Pérou notamment, où il a eu à gérer des situations humaines très complexes. Daniel Diouf, merci. Parlons à présent de ce drame survenu ce matin à Ngor, route des Almadies. Un immeuble à usage d'habitation s'est effondré et le bilan est encore incertain. Ce qui est sûr, un blessé a été évacué par les secours. 2 autres personnes seraient sous les décombres. Dès que l'élément sera en place avec Mamadou Ndiaye, nous vous donnerons plus de précisions.
Allons à l'Assemblée nationale où les députés viennent d'adopter les résolutions d'accusation de 5 ministres de l'ancien régime. Ainsi, Mansour Faye, Moustapha Diop, Sophie Gladima, Ndeye Saly Diop Dieng et Ismaïla Madior Fall vont comparaître devant la Haute Cour de justice. Nous reviendrons avec nos deux invités sur cette journée parlementaire avec l'ancien député Théodore Monteil et le juriste El Hamad Thiam, président de Justice sans frontières. 52 biens saisis dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière proposés au public et vendus aux enchères par l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, l'ONRAC. Cette 10e édition s'est tenue ce matin au CICES en présence des autorités judiciaires. Suivons les explications du directeur général de l'ONRAC, Mor Ndiaye, c'est son nom, interrogé par Alassane Ba et Ahmadou Ba. Des biens qui sont issus des enquêtes, des procédures relativement à la lutte contre la criminalité économique et financière, y compris la criminalité organisée. Donc ce qui fait que pour la plupart, pour l'essentiel, je peux dire que ce sont des biens qui ont été confiés à l'ONRAC pour la gestion et la valorisation il y a de cela peut-être 4-5 mois. Si on devrait faire l'évaluation pour l'ensemble, nous avons 52 lots, comme j'ai dit, constitués à 80% de véhicules. À la suite de la vente, le produit est consigné au niveau de la caisse de dépôt-consignation. Je précise que l'ONRAC a un compte au niveau de la caisse de dépôt-consignation. La saisie est une dépossession provisoire. La confiscation est une dépossession définitive. Donc lorsque une dépossession définitive aura intervenu dans le cadre d'un jugement, alors l'ONRAC procédera au recouvrement de ses avoirs. Parce que préalablement, le produit a été déjà consigné au niveau de la caisse de dépôt et consignation. En cas de non-lieu, comme je disais tantôt, ou de relax ou d'acquittement, la restitution se fera non plus en nature parce que le bien est déjà aliéné, mais ce sera une restitution en valeur. Donc c'est vraiment une façon de valoriser les avoirs, éviter la dépréciation des biens meubles qui sont saisis pour l'essentiel des véhicules. Par exemple, un véhicule est fait pour rouler. Donc la procédure pénale, comme je l'ai dit très souvent, a une vie. Elle peut être courte, mais très souvent elle est longue. Donc elle peut tirer sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc il y a lieu de valoriser les avoirs. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde, contrairement à ce que les gens pensent. La vente à un jugement, pour moi, est dans l'intérêt de tout le monde, de toutes les parties. Je vous l'annonce en titre, ce drame à Ngor, route des Almadies, avec l'immeuble qui s'est effondré ce matin et le bilan encore incertain. L'élément est en place. Les détails avec vous, Mamadou Ndiaye. Il est 8 heures passées à Ngor, un fracas, puis le silence, un immeuble vient de s'effondrer. Un drame sur la route des Almadies. La route est coupée, la gendarmerie sécurise la zone pendant que le secours fouille les décombres. Une personne est extrait vivante, 2 autres sont toujours introuvables. Ce matin, on a tous eu la surprise de notre vie. Donc on a eu la surprise de notre vie parce qu'il y a un immeuble en face de chez nous qui est tombé. Et on espère qu'il n'y a pas de morts, ou en tout cas pas de blessés. On a tous vu l'ampleur des dégâts, donc l'immeuble s'est effondré. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a une question en fait qu'on se pose. Nous en tout cas, en tant que spécialistes qui sont dans l'immobilier depuis des années, c'est cette autorisation de construire qu'on délivre aux gens. Bon, il y a des zones d'ombre, donc c'est des questions réellement à se poser. Donc par rapport à ces immeubles qui tombent comme des châteaux de cartes, et nous sommes vraiment désagréablement surpris. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il n'y ait pas en tout cas pas de morts, en tout cas pas de blessés. Les autorités se font attendre. Aucun mot officiel pour l'instant, juste l'espoir, fragile suspendu à la poussière et à la douleur. Les autorités se font attendre. Aucun mot officiel. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Le syndicat du personnel des aéroports du Sénégal dit non au licenciement à l'AIBD et exige la remise de tous les acquis avant l'arrivée du nouveau directeur général Cheikh Bamba Dièye. Face à la presse ce matin, le syndicat estime que toutes les options sont sur la table. Djibril Sakho est le secrétaire général du syndicat, interrogé par Dissa Prera et Diafaraba. Parce que nous nous rendons compte que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une AIBD au rabais.
Pourquoi AIBD au rabais? Parce que tous les acquis que nous avions naguère disparaissent comme du poil qui tombe de la bête un par un. Au point que même les primes qu'on devrait payer depuis la fin de l'année aux travailleurs, on ne les a pas encore perçues. Et on nous présente partout que oui, il faut qu'on fasse des mesures, faut qu'on prenne des mesures d'austérité parce qu'il n'y a pas d'argent au niveau de AIBD. Pour nous, cette chanson ne passe plus. Parce que tout simplement, nous savons que AIBD peut bien supporter cela, comme toutes les autres entreprises de la plateforme le font pour leurs travailleurs. Vous avez tous constaté que, à l'arrivée du nouveau régime, le nouveau directeur général s'installait et les premiers constats étaient qu'il y avait un surdimensionnement des effectifs au niveau de AIBD. Nous pensons contrairement en tant que gestionnaire d'aéroport. Nous savons que ce qu'il y a comme effectif n'est pas suffisant par rapport aux activités que AIBD fournit. Maintenant, sur le plan social, nous, notre position est, d'autant qu'il y a des recrutements nouveaux et nous leur souhaitons la bienvenue. Il y a des stagiaires qui même ont été renouvelés. Également, nous leur souhaitons la bienvenue. Nous ne pensons pas que ce soit acceptable que l'on puisse recruter des gens alors qu'on parlait de surdimensionnement des effectifs et vouloir en remercier. Cela, on ne saurait l'accepter. Nous recruter ay nit ba paré di dakh ay nit. Restons dans le monde du travail avec le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise qui se dit satisfait de la signature du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Signature opérée le 1er mai dernier à l'occasion de la fête du travail. Écoutons à ce propos Oumar Dramé, le coordonnateur du collectif des agents de l'administration sénégalaise. Coordinateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise se réjouit de la signature du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Vous n'êtes pas censé savoir que depuis presque 2 mois, les travailleurs de l'administration qui sont au nombre donc de 24 à travers différents ministères ont participé activement au dialogue qui a abouti à la signature du pacte de stabilité sociale. Nous avions exprimé nos attentes lors des négociations qui ont duré 2 mois. Et ces négociations ont été parfois houleuses et a attiré l'intérêt, n'est-ce pas, donc des travailleurs que nous sommes, des syndicats que nous sommes. Et nous avions exprimé nos demandes, nos attentes, où on peut citer la généralisation de l'indemnité de logement, la prise en charge de la prime de prudence des chauffeurs, le paiement régulier de la prime d'habillement des chauffeurs et le recrutement des contractuels dans la fonction publique, la prise en charge, n'est-ce pas, des docteurs vétérinaires pour qu'ils puissent passer de la hiérarchie A spéciale. Il y a aussi donc l'installation des comités de dialogue social au niveau des ministères, l'instauration des comités d'hygiène et de sécurité au niveau des ministères, la généralisation de l'indemnité de logement, comme je l'ai dit, ensuite l'harmonisation de l'indemnité particulière, entre autres. Il y a beaucoup. À l'instant même, les acteurs de la pêche sont en réunion avec leur ministre de tutelle, Dr Fatou Diouf. C'est pour échanger, réfléchir et bâtir ensemble une vision commune pour le développement durable de la pêche artisanale dans le pays. Cet atelier marque une étape dans la volonté de promouvoir une gouvernance participative et inclusive. Dr Fatou Diouf au micro de Habib Faye. S'inscrit dans la continuité des échanges déjà organisés dans l'ensemble des régions de pêche du Sénégal. Toutefois, elle est avant tout la résultante des instructions données par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, considérant que la pêche artisanale est un sous-secteur névralgique
qui occupe une frange importante de la population active et prenant en compte les difficultés constatées ces dernières années, le chef de l'État avait à cette occasion donné à M. le Premier ministre et au ministre en charge des pêches que je suis l'instruction d'engager des concertations inclusives avec tous les acteurs concernés en vue d'asseoir la relance et le développement de ce sous-secteur vital pour l'économie. Ces pratiques non seulement nuisent aux écosystèmes marins et côtiers, mais compromettent aussi les moyens de subsistance des communautés qui dépendent étroitement de ces ressources. 3 axes guideront nos travaux. Le respect de la réglementation d'abord, car le cadre légal encadrant la pêche artisanale vise à garantir la durabilité des ressources et l'équité entre les acteurs. En deuxième point, la gestion des infrastructures de pêche artisanale. Donc celles-ci, notamment les quais, les marchés centraux aux poissons, les complexes frigorifiques, doivent être administrés de manière durable, inclusive et professionnelle. Restons avec le secteur primaire et la pêche pour mieux soutenir les ouvriers de la pêche maritime. La Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF, a effectué une visite au Sénégal pour s'enquérir de leurs conditions de travail. Selon Mathilda Agbaka de l'ITF Londres section pêche, l'objectif de cette mission reste la C188. C'est une convention de l'Organisation internationale du travail sur le travail de la pêche et l'accord de Cap 2012 de l'ONU. Beaucoup de difficultés ont été notées après la visite. Pas de sécurité sociale, discrimination dans la gestion des personnels marins, entre autres. Et il a été noté que 100 000 morts sont dénombrés par an dans le monde, dans l'industrie de la pêche, en plus du non-respect de leurs droits. Nous écoutons Mathilda Agbaka de l'ITF au micro de Tierno Laurent Mendy. Je suis venue ici pour rencontrer les pêcheurs dans la pêche industrielle, pour savoir, pour les former un tout petit peu, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et pour savoir comment réclamer leurs droits. Je peux vous dire que j'étais un peu choquée par ce que j'ai entendu quand j'ai eu cette formation, parce que l'OIT, même si les pays n'ont pas ratifié certaines conventions, insiste sur certains droits minimaux, comme l'élimination de discrimination et d'avoir un environnement sûr et salubre de travail. Et après ce que j'ai entendu ici, parmi les pêcheurs sénégalais, c'est pas du tout ça. Je trouve que c'est vraiment, il y a beaucoup de travail à faire et donc je suis venue pour que les marins sachent quand même qu'est-ce que de leurs droits. Et la C188 parle de beaucoup de choses pour la sécurité sociale. J'ai entendu des histoires où les amateurs ne payent pas leur sécurité sociale, qui gardent ça sur leur compte. Il y avait beaucoup de choses quand même pendant cette formation que je veux rencontrer à Londres. Le secteur primaire, après la pêche, parlons de l'élevage. Faire de Richard Toll un hub économique en passant par ce secteur d'activité, tel est l'objectif des organisateurs de la première foire animale de Richard Toll. Toutefois, ces éleveurs manquent d'accompagnement pour faire de la culture fourragère et faire face à la cherté des aliments de bétail. Une situation qui freine le développement de l'élevage dans le Waalo. Ousseynou Diop et Habib Sek pour plus de détails. Les éleveurs du département de Dagana, réunis autour du regroupement des éleveurs du Waalo, veulent faire de Richard Toll un hub économique en passant par l'élevage. Toutefois, plusieurs problèmes plombent le secteur. Accompagnement, surtout dans les terres, pour pouvoir cultiver, parce que les animaux ont besoin d'une culture foragère. Pour une culture foragère, on a besoin des terres pour bien nourrir nos animaux. La première foire organisée dans le Waalo a permis aux acteurs de lister plusieurs doléances. Pour l'adjoint au préfet de Dagana, ces éleveurs doivent être soutenus par les collectivités territoriales. Il y a la cherté de l'aliment de bétail qui revient souvent. Il y a les coûts de production. Il y a le problème de l'amélioration de la race. Il y a le problème de l'accès aux fonciers aussi. Puisque parmi les priorités du gouvernement du Sénégal figure en bonne place
l'amélioration génétique pour atteindre justement l'autosuffisance en mouton à l'occasion de la Tabaski ou l'autosuffisance tout simplement en viande ou en lait. Les exposants, plusieurs agrobusiness accompagnent le projet de la culture fourragère, ce qui a permis aujourd'hui aux éleveurs du département de Dagana de prendre d'autres initiatives. La CCS a cultivé beaucoup d'hectares pour accompagner les éleveurs du département de Dagana. C'est pourquoi nous sommes là, pour les soutenir. Les éleveurs de Dagana souhaitent avoir l'accompagnement de l'État sénégalais. Ils ont aussi demandé aux collectivités locales de libérer les centaines d'hectares de terres disponibles pour développer le secteur de l'élevage. Contre l'extraction et le transport des phosphates hors du pays, le projet du Premier ministre est en phase avec les acteurs de développement de la région de Matam. Les cadres de cette région ont organisé un forum sur la question en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Alima Dendia, la correspondance signée depuis Matam. Depuis l'annonce du Premier ministre sur l'exploitation des phosphates de Matam, c'est le premier acte vers la rupture. Face à la pertinence de la nouvelle démarche, des cadres de la région de Matam organisent un forum d'échange et de partage. Nous avons écouté le Premier ministre à l'époque, nous avons vu quelque part le projet, nous avons compris que c'est dans l'intérêt des populations locales que de mener cet exercice, un exercice d'appropriation, d'adhésion. Elles comprennent qu'aujourd'hui, le pôle nord-est tient vraiment à cœur les nouvelles autorités et c'est au cœur du dispositif. Donc je pense que ce n'est pas difficile en soi, mais quand même, il fallait le faire. Il faudrait qu'en amont, avant de démarrer tout projet de transformation de cette envergure, que les populations soient associées. Venu présider ce forum, le ministre du Commerce et de l'Industrie a tenu d'abord à dénoncer les conditions dans lesquelles les phosphates de Matam sont exploités depuis plus d'une décennie. Ce phosphate n'a pas jusqu'ici servi vraiment au développement de la région. Il a été exploité et exporté et sans impact réel ni sur l'emploi, ni sur le PIB local, ni sur l'emploi des jeunes, mais surtout en termes d'impôts, de taxes. Le programme de transformation systémique, l'agenda 2050, justement veut rectifier. Conformément aux annonces du Premier ministre, chef du gouvernement, il s'agit d'abord de créer une usine de transformation d'engrais phosphatés, d'engrais NPK, à distribuer, à vendre à l'ensemble des populations de la région de Matam et au-delà de Matam. Cette usine va être installée, Inch'Allah, à Dantiadi, dans l'agropole justement de Matam. Le deuxième projet très important, c'est le projet de complexe justement phosphaté ici à Matam. Il s'agit d'exploiter la roche, d'extraire justement le phosphate, de le transformer en produit engrais autour de ce qu'on appelle la doctrine P, la doctrine phosphate. La transformation des ressources minières pour plus de profit aux communautés, les nouvelles autorités à la tête du pays résolument engagées à opérer des ruptures profondes dans l'exploitation des phosphates de Matam. En sport mondial 2025 de beach soccer, les Lions du Sénégal sont en demi-finale. Après un match âprement disputé, le Sénégal renverse l'Italie 4-3 et se qualifie donc. Le Sénégal affrontera la Biélorussie pour une place en finale. Les Lions atteignent ce stade de la compétition pour la deuxième fois de leur histoire. Suivons le sélectionneur national, son nom Ngala Sylla. Tout évident devant une grande équipe comme l'Italie qui n'a pas démérité. C'est bien vrai, on a marqué en premier mi-temps et après voilà, avec l'égalisation, et après ils ont remonté, le match a complètement basculé parce qu'il fallait que Mamadou Sylla et Amar tuent le match, mais malheureusement on a raté les 2 balles de break et après voilà, le match tourne. Et après voilà, il fallait s'adapter, il fallait avoir un mental de fer. Dieu merci, on a des gosses incroyables. Vraiment, ils ont fait un match héroïque aujourd'hui. Donc félicitations à tout le monde. Maintenant, après, voilà, il faut rester concentré parce que ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'avait fait en 2021. Maintenant, il faut rester très concentré pour au moins essayer de dépasser cette étape. Et ça montre que voilà, on a un bon mental. Vraiment, chapeau à mes joueurs. Et vraiment, on a vu aujourd'hui un grand Mamour qui mérite vraiment d'être parmi les meilleurs joueurs du monde.
Parlons toujours de football avec la CAN U20. Le Sénégal bat la RD Congo sur le score de 2-0 lors de la 3e journée dans le groupe C. Une victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale à la grande satisfaction du sélectionneur Serigne Saliou Dia qui espère que ce succès va servir de déclic pour les Lionceaux. Tout de suite. Mais on a eu à mobiliser les ressources nécessaires. On a eu à beaucoup discuter. On a eu à essayer de récupérer les gens. Donc c'est ça en fait qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, on est là pour continuer plus ou moins l'aventure. C'était important qu'on ait cette maîtrise du ballon. C'est une équipe qui défend en bloc mais qui n'est pas structurée. En plus c'est une équipe qui laisse beaucoup d'intervalles. Donc c'était important pour nous, voilà, d'avoir des joueurs au cœur du jeu. Voilà, pour nous permettre encore une fois de contrôler et de jouer nos excentrés. Parce qu'il nous fallait aller très vite sur les flancs. C'est une équipe aussi qui est très maturante, donc c'était important nous de mettre du rythme, de l'intensité. Voilà, c'est ça qu'on a fait, ce qui les a poussés à faire des fautes. Offensivement, si on a 4 pénalités, j'avais applaudi pour prendre tous les stars, tous les matchs. Dans le doute, on était en doute de rentrer chez nous, donc c'était important encore une fois qu'on s'assure. Maintenant là, on va prendre du plaisir. Je pense qu'on va prendre du plaisir, on va essayer de mettre notre stratégie. Une délégation du comité international olympique CIO, à sa tête la présidente Christy Coventry est à Dakar pour une évaluation de l'état d'avancement des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Elle est rassurée sur tous les domaines après les visites de chantier et les réunions techniques. Le compte-rendu est signé Cheikh Sadibou Diarra Amadouba. Les préparatifs de la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 sur de bons rails. Le comité d'organisation a reçu le satisfecit du comité international olympique à l'issue de la 7e évaluation semestrielle. Nous avons passé en revue différents points qui sont liés à la livraison des Jeux. D'abord, où est-ce que nous en sommes sur les infrastructures et les sites, que ce soit des sites de compétition, des sites d'hébergement. Nous avons pensé aussi en revue tous les aspects liés à la livraison des Jeux, la fonction hébergement hôtelier, la fonction transport, la fonction restauration, les arrivées et départs, le système d'accréditation, tout cela a été revisité. Un aspect important, Learning Academy, cette académie qui est une innovation. 419 jeunes qui vont être formés très rapidement et intégrés dans le comité d'organisation des JO. Hier, nous avons donc visité les travaux à la grande satisfaction véritablement de toute la délégation. Le comité d'organisation rassure aussi sur le volet sécuritaire de l'événement. Nous avons eu énormément de réunions avec le ministre du Homeland Security, le DGPN, directeur de la police, la gendarmerie, l'armée. Depuis 64, organisé de très grands événements, notamment le premier festival des Arts Nègres. Et je crois qu'il n'y a jamais eu de problème. Et qui plus est, depuis que nos voisins ont eu quelques difficultés, je crois savoir que l'État, dans sa mission régalienne de sécurité, a pris les mesures qu'il faut. Donc de ce point de vue, je crois que depuis quelques années déjà, les choses sont en place. Comité national de coordination sécurité JOJ Dakar 2026, qui est un cadre d'organisation comme ce que Paris avait, a été adopté en Conseil des ministres, le décret. Et plus encore, conformément aux orientations des autorités, une loi d'orientation sur la sécurité privée a été adoptée en Conseil des ministres. L'engagement de toute une nation pour la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le premier événement sportif de cette envergure en Afrique qui se prépare bien sur tous les domaines. Merci, c'était tout pour le journal. Dans un instant, nous allons recevoir nos deux invités, les invités de la rédaction. Ce soir, le député Théodore Monteil, ancien député, honorable député, on l'est un jour, on l'est pour toujours. Le juriste El Amatiam, président de Justice sans frontières. Merci, bonsoir.